Des sueurs te gagnent, des palpitations grandissantes. Tu regardes à gauche, à droite, dans les rétroviseurs. Que vois-tu comme couleur ? Cette couleur papaye qui ressort. Mais n'est-ce pas McLaren ? Ça y est, McLaren te colle au train. C'est ça. Tu viens d'entrer tout simplement dans la peau de Max Verstappen. Et oui, parce que McLaren pointe désormais une menace en tant que championnat pilote dans ce week-end ô combien compliqué pour Red Bull qui a souffert à marquer des lacunes et on y reviendra. Mais au-delà de ça, évidemment, on met McLaren et Red Bull à part. On a vu une victoire démarquée dei tifosi. Charles Leclerc est donc venu s'offrir le doublé gagnant de la saison après avoir vaincu à Monaco, s'être offert la course de Monaco. Il offre la victoire aux tifosi à Monza. Il se fait le doublé gagnant cette année extraordinaire après une course tout simplement parfaite de Charles Leclerc et de la Scuderia. Et c'est vrai qu'elle est belle, mais on est en droit de se poser encore la question, pourquoi McLaren n'a pas remporté cette victoire ? Et oui, on va revenir forcément sur ce départ, la manœuvre de Piastri sur Norris, et cette suragressivité, et puis on va forcément discuter de la déroute Red Bull. Red Bull est nulle part ce week-end, on ne les trouve pas aux avant-postes. En perdition totale, l'écurie autrichienne, pas de rythme, pas de solution, en très grande difficulté. Et désormais, sauver les meubles ne suffit plus parce que on voit venir à grands pas McLaren au championnat constructeur et désormais dans le rétroviseur pointe tout doucement Norris au championnat pilote. Et puis on fera un dernier petit clin d'œil à Kevin Magnussen. Mon vieux Kevin. Kevin, qu'est-ce qui se passe, Kevin ? T'as roulé à 60 alors que c'était limité à 50 et tu l'as fait plein de fois, donc t'as pris des pénalités. Comme le permis de conduire, donc notre petit Kevin Magnussen sera suspendu, et oui, au prochain Grand Prix, après avoir atteint le quota de pénalités, les 12 points, comme sur le permis. Voilà, encore une nouvelle collision à Monza. Est-ce juste injuste ? Lui se rebelle. On va revenir en détail sur cette suspension. La dernière suspension, c'était celle de Romain Grosjean, de souvenir. Et tout ça, on le décrypte, on en discute, on en parle. C'est enfin bon, bien sûr. On attaque tout de suite avec la nouvelle victoire. Émotion, la nouvelle de la saison, de cette saison complètement folle. On en aura vécu des émotions, des victoires émotions incroyables cette saison. Et c'est une nouvelle de Charles Leclerc qui, après Monaco, s'offre donc au Monza avec Ferrari, chez les tifosi. Il les fait complètement vibrer. Et là, vraiment, sur le podium, il a sorti la totale. Le plat, les pastas, il les fait cuire, la cuisson maîtrisée. Hop, les parmigiano, hop, la petite touche d'œuf, et derrière, surtout, jamais de crème. Jamais, non mettere la crema. Non mettere la crema. Tu ne mets pas la crème, tout simplement. Charles est tout en maîtrise. Une victoire magnifique de Ferrari en Italie, sur ses terres. Dans une grande maîtrise, il faut le dire quand même, avec cette stratégie donc à un seul arrêt qui aura un peu bluffé tout le monde parce qu'on s'y attendait pas vraiment. Hein. On pensait vraiment que tout le monde allait s'orienter sur une stratégie à 2 arrêts. Alors, on va revenir sur la physionomie un peu de ce week-end de course, sur la victoire de Charles, mais aussi un peu la défaite de McLaren, forcément. Et oui, ce week-end de course donc avec Ferrari qui avait amené un nouveau package aéro spécifique Monza. Bon, ça c'est pas vraiment une nouveauté, ils le font chaque année parce que Monza ils jouent leur vie, c'est clair, parce que le Rital est sympa mais le Rital est nerveux. Donc si tu veux, si tu lui fais un coup bas, si vraiment t'es très mal classé à Monza, il le retiendra, il sera un peu belliqueux. Voilà. Donc à toi quand même d'assurer le coup. Donc généralement Ferrari amène quand même un package aéro orienté sur la vitesse pure, puisqu'évidemment c'est le circuit le plus rapide de la saison Monza.
Et ça a payé, encore une fois. Ferrari a quand même figuré en haut de l'affiche, s'est battu pour la pole. McLaren pas touchable en qualification, 1 et 2, donc Norris devant Piastri, mais Leclerc déjà 3e quand même, et puis Carlos Sainz 5e sur la grille. Donc les Ferrari plutôt à l'affût, pas très loin. Après un départ, tout joue dans le départ, j'ai envie de dire, ce fameux départ, et on va y revenir avec les deux McLaren. Charles Leclerc arrive donc à se faufiler en 2e place en doublant Norris. Et puis sur le reste de la course, si tout le monde s'oriente sur une stratégie à 2 arrêts, eh bien Charles Leclerc va basculer sur une stratégie à un seul arrêt, stratégie qui apparemment d'après Ferrari et Charles Leclerc aurait été déjà évaluée avant la course. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude c'est assez courant qu'à Monza tout le monde fasse une stratégie à un seul arrêt. Seulement voilà, là Monza en fait s'est refait une peau neuve. Pourquoi ? Parce que Monza veut rester au calendrier de la F1 bien sûr, même si c'est un circuit mythique. Ils sont pris un petit coup de pression quand même de la F1 pour dire il faut que le circuit revienne aux normes. Du coup ils ont dû entamer des travaux, et dans la partie des travaux qu'ils ont fait, ils ont refait le bitume. Or le bitume du coup est beaucoup plus foncé, beaucoup plus noir, et refait à neuf, plus lisse aussi, ce qui fait que généralement quand le bitume est refait comme ça, s'il y a un grand soleil qui tape, un peu comme ce qu'il y a eu ce week-end et surtout dimanche, on attend une dégradation pneumatique plus forte, parce que ça chauffe beaucoup plus, le bitume vraiment s'imprègne de cette chaleur. Plus la couleur du bitume est foncée, plus il s'emmagasine de cette chaleur et garde les effets des rayons, la chaleur des rayons. Et donc forcément, petit à petit, ça chauffe, et donc on a une plus grande dégradation. En plus, quand le bitume est refait, ça glisse légèrement. Donc on s'attendait plus à une stratégie à 2 arrêts pour tout le monde, et c'est là que Ferrari a surpris son monde quand même, parce que passé le premier arrêt, en plus ils sont arrêtés assez tôt pour couvrir la stratégie de Lewis Hamilton qui était rentré plus tôt, et pour éviter de se faire undercut par Lewis, et Charles va ressortir et finalement ne va jamais re-rentrer au stand et va incroyablement tenir jusqu'à la fin de ce Grand Prix pour s'assurer la victoire sur ce train de pneus usé. Il aura fait, je crois, 36 tours sur ce train incroyable, improbable, en gardant un rythme de folie, et puis une seconde vie des pneus. Alors est-ce que Ferrari l'avait vu ou pas, parce qu'il semblait quand même un peu surpris aussi, mais c'était une option, cette seconde vie des pneus dont on parle quelquefois, c'est vrai. Le pneu se dégrade dans un premier temps, les temps chutent, puis se stabilise, et c'est là où ça paie forcément, voire même regagne du temps. Et puis forcément, si c'est cette victoire ce Charles, c'est aussi une défaite de McLaren. Et ça, il faut en parler quand même grandement. McLaren, donc, qui est encore arrivé sur ce circuit en très grande forme. Premier et deuxième, Norris et Piastri en tête. Grand départ de McLaren. Et là, Piastri vient tasser au 3e virage Lando Norris pour aller s'imposer, pour se remettre en tête. Et va prendre la première place, sauf que dans cette manœuvre très dure sur Norris, il va laisser une opportunité à Charles Leclerc de doubler Lando Norris parce qu'il va le tasser. Superbe, ça, là il faut le dire déjà, c'est un superbe dépassement d'Oscar Piastri sur Norris. Franchement, c'est un dépassement en force mais propre, mais les conséquences de ce dépassement, elles sont énormes. Aux sorties de ça, donc Piastri est premier, Leclerc est deuxième, Norris est troisième, parce qu'on va revenir sur les 3 qui jouent la victoire. Norris va subir une très forte dégradation, on va pas sentir qu'il va être vraiment en mesure de challenger les 2 autres, mais c'est vrai qu'il est pris dans le flux d'air sale. Et puis il va rentrer au stand, parti lui sur une stratégie à 2 arrêts sans aucun doute. Oscar Piastri, lui, en tête, peut jouer encore la victoire, et McLaren va choisir de le rentrer pour couvrir évidemment Norris, et malheureusement en couvrant Norris, en laissant Piastri devant pour éviter de se retrouver comme en Hongrie avec Piastri derrière et qui serait plus rapide et qui voudrait passer, enfin bref, Piastri est devant mais n'arrivera pas en fait à rejoindre Charles Leclerc avant la ligne d'arrivée.
Et ça c'est problématique parce que c'est encore une erreur stratégie de McLaren qui aurait pu, c'est vrai, laisser son pilote en piste, mais au-delà de ça, au-delà du fait de cette stratégie, je crois que McLaren est en train de tirer le bilan de cette confrontation qui ne devrait pas avoir lieu, où on aurait dû et on devrait privilégier Lando Norris, parce que quand on voit la physionomie de ce Grand Prix, on comprend qu'il y a des points qui se perdent fortement. L'attaque de Piastri, elle est superbe, mais Norris, en fait, il est deuxième au championnat, en fait. Il est deuxième au championnat. Il est passé devant Charles Leclerc depuis un moment maintenant en deuxième position. Et il n'y a pas matière, en fait. Il peut jouer le titre pilote. L'écart était de 76 points. Il est de 70 maintenant avec Verstappen. Là, je parle avant Monza, hein, bien sûr. Maintenant, il a diminué encore. Mais il était de 70. Donc, en fait, à la base, Lando Norris, il peut jouer le titre pilote. Et on doit le jouer à fond. Et là, on a déjà laissé des points s'échapper en Hongrie. Et là, à Monza, on en a encore laissé s'échapper. Parce qu'en fait, la manœuvre de Piastri, elle sert à rien. Sans cette manœuvre, les deux McLaren restent devant. Et même Charles Leclerc l'a dit, s'il a pu tenir ses pneus et faire son dernier run sur son train, sur son unique arrêt, c'est parce que les deux McLaren sont lancés et c'est parce qu'il avait plus d'air sale devant. Et parce que quand on a une voiture devant nous, ça perturbe l'aérodynamique. Et cette perturbation aérodynamique fait que les trains de pneus s'usent plus vite. Voilà. Parce que la voiture est conçue pour un certain flux d'air et pas pour un flux d'air où il y aurait une voiture devant nous, ce qui est assez logique. Et donc, cette dégradation pneumatique, il ne l'a pas subie grâce à ça en tout cas, grâce à cette manœuvre. Donc déjà, il fait perdre une place à Norris, Piastri. Ensuite, il en fait perdre une seconde puisqu'il le tasse. Mais en plus, mine de rien, il favorise quand même la victoire de Charles. Et ça fait beaucoup de points encore perdus pour McLaren. Et maintenant, il faut maximiser. Alors, on l'entend, même là, il y a carrément tous les directeurs qui s'y sont mêlés et qui ont eux-mêmes dit, bon, et quand on joue un championnat pilote, je pense qu'il faut prendre des décisions, choisir un pilote numéro 1, numéro 2 et dire, bon, les mecs, calmez-vous. Voilà, maintenant, faut favoriser Lando Norris. Évidemment qu'à la base, nous, on aimerait tous avoir une course où les deux se battent de la même manière. Là, on a eu une superbe bataille entre Piastri et Norris. Mais il faut être réaliste. Là, Piastri, il a plus de 100 points de Verstappen. Il n'ira jamais le chercher. Jamais. Norris, il a une maigre chance d'aller le chercher parce que ça va être très très dur. Hein. Là, il y a 62 points aux sorties donc, de Monza. Et quand on voit en plus l'impact, je trouve, qu'a eu ce... Alors, je ne sais pas si au final, il n'était pas à l'aise en général, Lando Norris, mais j'ai senti qu'il y a eu un impact aussi après ce dépassement. Quand Piastri vient le tasser et reprend la première place, que Norris ressort troisième, on le sent un peu dépité et ça va se sentir dans son rythme. Et puis, à un moment, il va aussi tirer, il va faire un tout droit aussi sur le fameux S enchaîné. Et j'ai trouvé en général que Norris avait un peu chuté mentalement après ce dépassement-là. Donc en fait, pour maximiser ses chances, McLaren doit passer par des consignes d'équipe. On n'a plus le choix en fait. Là, on joue le titre pilote. Oui, il y a une maigre chance de l'avoir. Il y a 62 points d'écart. Il faut y aller à fond. Maintenant, il faut arrêter de tourner autour du pot. Il faut la jouer à fond pour Lando Norris. Reste que au championnat constructeur, on est dans une dynamique superbe, que McLaren semble peu touchable. Ils sont revenus à 8 points de Red Bull. Donc au prochain Grand Prix, rendez-vous compte, Red Bull peut ne plus être leader du championnat du monde constructeur tout simplement. Attention, parce que mine de rien, avec ce superbe week-end de course, Ferrari est seulement à une 30aine de points de McLaren et donc reste une grande menace et pourrait s'inviter dans cette bataille constructeur à venir. Et si forcément Ferrari et McLaren se sont mis en avant ce week-end, c'est tout simplement parce que Red Bull n'a pas existé. Alors là, on peut faire une parenthèse sur Mercedes en général, avec une nouvelle fois un Lewis Hamilton qui est encore un peu déçu de ses qualifications. Mais on sait que les qualifications à Mercedes, c'est pas leur fort. Et malheureusement, Russell qui a encore une fois eu un petit accrochage qui l'aura pénalisé sur ce Grand Prix, c'est vrai que ça fait beaucoup pour
pour George Russell qui malheureusement peut pas s'inviter à la table des grands pour le moment parce qu'il y a trop de petits contacts malheureux comme ça. Bon, c'est pas de sa faute, hein, donc faut le dire. Mais malheureusement, oui, Mercedes qui pêche un peu sur les qualifications et Monza est pas un Grand Prix si facile à dépasser parce que même s'il y a des grandes lignes droites, même si on peut prendre l'aspiration, on se retrouve facilement avec un train DRS et voilà. Après, il y a une usure des pneus dont on a parlé juste avant qui se fait et voilà. Donc c'est vrai que la position, elle importe quand même pas mal à Monza sur ce type de circuit. Parenthèse refermée. Donc pour Mercedes, on attaque le chapitre Red Bull. Red Bull, c'est pour moi le premier Grand Prix le plus inquiétant de la marque. C'est vrai que la marque a reculé, c'est vrai qu'elle n'est plus vraiment la meilleure du plateau, mais là je trouve qu'il y a vraiment un changement drastique chez Red Bull. Alors on va revenir sur une stat qui va faire très très mal, mais qui va mettre en exergue en fait la problématique de Red Bull. Sur les 5 derniers Grands Prix, McLaren a marqué 170 points, Ferrari 116, Mercedes 96, Red Bull 91. Ça veut dire tout simplement qu'avec ce Grand Prix de Monza, Red Bull est la 4e force du plateau sur les 5 derniers Grands Prix. Donc là, il y a urgence. Il y a urgence et comme on voit, il y a 80 points d'écart en plus qui ont été marqués par McLaren. Donc c'est énorme et on se doute bien qu'avec ce qui reste comme circuit, il en reste 8. Bah là, le championnat constructeur, il n'est pas jouable en l'état. Pas si Red Bull ne réagit pas. Alors un week-end pour le moins, mais très 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 compliqué. Ça a commencé déjà par des qualifications, c'est vrai, aux abois, tout simplement. En plus, en essai, on a vu que les Red Bull n'avaient pas un rythme de folie. On ne sentait pas qu'elles pouvaient jouer la victoire. Mais là, on sentait difficilement que Max pouvait rentrer dans le top 5. Donc là, si on peut même plus rentrer dans le top 5, on peut plus limiter la casse. Et c'est un peu ce qui s'est passé ce week-end. Là, les concurrents directs sont Ferrari, McLaren. Norris ont repris beaucoup de points quand même à Verstappen parce qu'il y avait pas match. Dans le rythme, il n'y avait rien. Et encore une fois, Verstappen a gagné une place en course grâce à l'abandon grâce à au petit pépin de Russell. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'allait pas le chercher, Russell. Incapable d'aller chercher même Lewis Hamilton, qui n'était pas dans le rythme de Charles Leclerc et des 2 McLaren. Donc voilà, on en est là. Il est même pas... Il n'arrive pas à rejoindre le 2e wagon des top pilotes parce que la Red Bull n'a tout simplement plus de rythme. Et je dirais que le curseur qui est vraiment inquiétant, parce qu'il peut y avoir des trous d'air sur des circuits, sur des écuries, mais là le problème c'est qu'on revient sur un circuit où Red Bull a été ultra dominateur. Rendez-vous compte, que ça soit l'année dernière ou encore pire l'année d'avant à Monza. L'atout de Red Bull, c'était sa conception arrière, de son aileron arrière qui lui permet d'exploiter cette espèce de double DRS, cet effet vraiment double DRS qui faisait qu'elle avait la plus grande vitesse de pointe. On se rappelle l'année dernière Ferrari qui est arrivé avec ses évolutions spéciales pour Monza et qui a dit on va tout donner. Rappelez-vous les dernières comme Charles Leclerc et Sainz ont tout donné pour essayer de garder derrière eux les 2 Red Bull. Et ils ont dit ça sera pas jouable, on va tout donner mais on n'y arrivera pas parce que Red Bull a une vitesse de pointe incommensurable. On ne peut pas les battre sur ce point-là. Rendez-vous compte le chemin parcouru. 1 an après, Red Bull finit 6e. La vitesse de pointe a disparu ou a été lissée par les évolutions des adversaires directs. Et on n'a plus rien. Sur Monza, sur leur circuit où ils avaient affiché une domination incontestable. Et là, c'est vrai que c'est ça qui fait le plus mal, je trouve, dans ce week-end de course. On a l'impression que les forces de Red Bull sont désormais ses faiblesses. Et là, on le voit aussi dans la communication de Verstappen, qui depuis 2-3 courses demande une réaction de son écurie, mais aussi voit que la situation commence à être très compliquée, voire catastrophique, parce que, rendez-vous compte, il avait une avance, il était sûr d'être titré, et là, on peut supposer, il y a une fenêtre de tir, elle est fine parce que l'écart est encore énorme,
pour que Lando Norris revienne sur lui et gagne le championnat du monde. Rendez-vous compte, si Max Verstappen ne remporte pas ce championnat, à la remontada incroyable de McLaren et Norris, ça serait complètement fou. Et l'hypothèse maintenant est plausible. Et je vous conseille d'être bien attentif sur les prochaines courses. Afin de refermer le chapitre Monza, on va quand même parler de la pénalité de Kevin Magnussen. Kevin Magnussen, donc, qui a fait pourtant quand même une superbe 10e place, qui a apporté un point à Haas. Alors quand même, il faut le souligner parce que Hülkenberg a eu un week-end très compliqué, pas mal d'erreurs, un petit accrochage en plus où il s'est complètement loupé, il est venu percuter Tsunoda. Voilà, donc un week-end loupé pour Hülkenberg, c'est assez rare parce qu'il nous a offert quand même une saison jusque-là hyper propre, hyper clean, et puis où il a vraiment surdominé Magnussen, qu'il dominait déjà beaucoup l'année dernière, et c'est pour ça que Magnussen se retrouvait un peu sans baquet. Magnussen, donc, qui, au prix d'un contact avec Pierre Gasly avant le petit S, est venu prendre ses 2 points de pénalité manquants. Et là, écoutez, il est arrivé au quota, hein, comme quand on a le permis. Je vous dis, on a 12 points. Et il a récupéré les 2 points. Il était à 10, donc il était à la limite d'une suspension. Il a atteint son quota de 12 points sous un an. Et donc, il prend une suspension. Ça veut dire qu'il ne peut pas conduire pour le prochain Grand Prix. Et Haas va logiquement mettre à sa place Oliver Biermann, qui sera le pilote titulaire l'année prochaine. Et là, scandale de Kevin qui dit franchement, je comprends pas, il y a à peine une touchette et je prends 2 points, j'ai pris 10 secondes de pénalité en plus, c'est incohérent. Quand je vois l'accrochage entre Ricciardo et Hülkenberg, il y a que 5 secondes d'écart, 5 secondes infligées, franchement, je comprends pas. Alors, on va revenir sur un point qui est vrai et puis on va aussi nuancer un peu tout ça. La première, c'est qu'est-ce que les décisions prises sont cohérentes ? Absolument pas. Ça, c'est vrai. Oui, il y a un accrochage du coup entre Ricciardo et Hülkenberg. Oui, il y a 5 secondes de pénalité qui sont données alors que c'est sur une partie freinage, que les deux se rentrent dedans et que franchement, pourquoi lui mettre 5 secondes à lui alors que l'accrochage avec Magnussen et Gasly est pas plus impressionnant et pourtant il prend 10 ? Il y a un manque de constance dans les décisions prises sur les pénalités. Voilà, tout simplement. Il faut de la constance à un moment. Il y a un accrochage, c'est le même type d'accrochage, on donne le même temps. Et ça, les commissaires l'ont pas. Et Kevin Magnussen a raison de souligner ça. C'est une vraie problématique des commissaires. Et on comprend pas, en fait. Je veux dire, on peut pas décerner, ça, en fait, on va mettre 5 secondes. Ça, on va mettre 10. Et encore plus, là on va descendre un peu d'un étage pour mieux comprendre. L'accrochage en fait entre Magnussen et Gasly, c'est Magnussen qui tente de faire à l'intérieur à Gasly et puis qui finalement se loupe un peu sur les freins et les deux se percutent au niveau des pneus. Donc sans grosses conséquences, hein, mais du coup Gasly est obligé de passer par l'échappatoire et Magnussen prend le S et continue son chemin. Mais en fait, là où je suis à moitié d'accord avec Magnussen et à moitié pas d'accord, la décision des commissaires de lui mettre 10 secondes, elle est incohérente, évidemment, parce qu'ils ont mis 5 secondes avant et un point de pénalité sur l'accrochage Ricciardo-Hülkenberg. Et là, ils lui mettent 10 secondes et 2 points de pénalité. Or, franchement, c'est quasiment la même manœuvre. Enfin, c'est à quelque chose près. C'est pas le même virage, mais enfin, c'est la même chose. Là où par contre je suis pas totalement d'accord en disant je vois pas si on peut même plus piloter, je devrais même pas avoir de pénalité. Non, parce que ce qu'on a reproché quand même au commissaire, c'est de dire ce qu'on aimerait, c'est qu'en fait que toutes les décisions soient prises, qu'importe les conséquences. Je m'explique. Si on loupe son freinage et qu'on vient percuter un adversaire, mais que par chance on vient le percuter, par exemple sur les pneus ou ailleurs, et que les deux arrivent à repartir sans dégâts, et que ça affecte très peu finalement la course, que les deux ont perdu très peu de temps, en fait on devrait avoir la même pénalité que quand quelqu'un se loupe. Malheureusement ça tape la carrosserie, on abîme et on fait sortir l'autre. Pourquoi ? Parce que tout simplement en fait on ne juge pas les conséquences, mais on juge l'incident en lui-même. On s'est loupé sur un freinage, on est venu percuter un adversaire, on prend tant de temps et tant de pénalités. En fait, sur cette manœuvre-là, que les commissaires aient donné 10 secondes de pénalité quand ils se soient percutés, pourquoi pas ? Si on garde, encore une fois, le problème c'est qu'il faut garder une constance, c'est-à-dire appliquer le même système à chaque fois. Et là, c'est pas le cas, tout simplement. Donc, on peut pas donner 5 secondes et 10 secondes ailleurs,
mais sur le principe sur cet événement-là, sur cet incident-là, infliger une pénalité parce que Kevin Magnussen s'est loupé sur un freinage, c'est cohérent. En revanche, ce qui est incohérent, c'est le montant de la pénalité, la durée de la pénalité. Toujours est-il que Kevin Magnussen a donc atteint ce quota, donc on attendra que les commissaires quand même aient une discussion avec lui, et revoient leur système et un peu plus de cohérence en tout cas. Mais cela dit, Kevin, si t'es arrivé à 12, c'est quand même pas pour rien. On va reprendre un peu quand même Kevin Magnussen, parce que je vous rappelle qu'en début de saison, je pense que tout le monde se souvient de l'antisportivité un peu limite de Kevin Magnussen, entre ses zigzags, ses collisions à outrance, ses je repasse devant, je rends pas la place, tout ça pour bloquer tout le monde pour que Hülkenberg marque des points. Au bout d'un moment, t'arrives à 12 points de pénalité. Oui, parce qu'en Arabie Saoudite, collision avec Alexander Albon, de sa faute, 3 points de pénalité. Grand Prix de Chine, collision avec Yuki Tsunoda, de sa faute, 2 points de pénalité, donc on est déjà à 5. Et puis Miami, ça c'était le grand spectacle, si on se rappelle, c'est exactement ce dont je parlais avant. Leaving the track and gaining an advantage, donc en fait, tout simplement, monsieur coupe un virage et ne rend pas la position. 3 points de pénalité, et puis la collision avec Logan Sargent après, à Miami, toujours 2 points. Donc ça c'est quand il avait fait le grand bouchon, vous vous rappelez, là devant Lewis, à faire des zigzags, il recoupe, et puis finalement il rentre dans Logan Sargent, enfin bref, un week-end complètement loupé quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il avait, au moins Hülkenberg avait marqué des points, c'est vrai qu'en étant anti-sportif, donc forcément ça paye, et cette collision avec Pierre Gasly qui vient l'achever, 2 points de pénalité. Donc finalement, je suis désolé, mais les 12 points et la suspension, ils sont mérités parce qu'il a quand même construit par ses manœuvres, Kevin Magnussen, cette suspension. En revanche, on retiendra donc qu'on attend beaucoup mieux, beaucoup plus de cohérence des commissaires de piste sur les décisions qui sont prises. Allez, en tout cas, prochain Grand Prix donc à Bakou, ça sera suivi de Singapour et du Grand Prix du Texas. Bakou, donc très beau, très joli circuit de ville avec de la haute vitesse et des passages très sinueux. Malheureusement, c'est, je pense pas un circuit où Red Bull va exceller. Je pense que Red Bull va être encore en grande difficulté. Singapour aussi. Peut-être qu'au Texas, ça ira mieux, je pense, par rapport aux typologies de circuit, bien sûr. Mais là, voilà, j'ai envie de dire, la course s'est lancée. 8 points constructeurs pour Red Bull. C'est très très mec sur McLaren. 62 points pour Verstappen à défendre sur Lando Norris. Il va falloir batailler, limiter la casse le temps que Red Bull trouve une solution. Et le problème, et ça c'est le plus inquiétant, c'est que Red Bull n'en a pas actuellement. Il n'y a pas de package d'évolution en cours. Ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas encore identifié le problème de cette voiture. Seulement, il reste 8 courses. C'est maintenant qu'il faut tout donner chez Red Bull pour sauver ce championnat pilote et constructeur. En tout cas, on se donne rendez-vous à Bakou, et c'est avec enfin bon, bien sûr.